Il a défait Aldo Blaise lors des dernières élections municipales de 2014 à Sainte-Anne, ce qui n'est pas rien. Dynamique, il a mis toute sa puissance au service de l'ancien président du conseil régional, Victorin Lurel, pour le résultat que l'on sait. Il assure une présence effective sur le terrain, quitte à jouer la mouche du coche de l'ancienne majorité régionale. Son parti, le PPDG, est inaudible, mais il continue de prêcher, quitte à le faire dans le désert. Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne, conseiller régional d'opposition, et ce soir, l'invité de Réponse. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Réponse. Réponse, c'est le magazine politique de la rédaction d'ATV Guadeloupe que nous retrouvons tous les mardis soirs avec ce soir Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne et conseiller régional d'opposition qui est notre invité ce soir. Bonsoir Monsieur Baptiste. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça se passe bien à Sainte-Anne pour vous après les élections régionales? Oui. Vous avez retrouvé un peu plus de temps pour vous occuper des affaires de la commune? Oui, nous avons la tête dans le guidon, nous travaillons pour la population. C'est-à-dire la tête dans le guidon? Mais il y a beaucoup de chantiers, et surtout nous devons redresser une commune financièrement, nous devons mettre en place une administration qui n'était pas normée, et bien évidemment nous devons répondre à l'attente de nos concitoyens, de bon nombre de demandes. Et nous devons programmer tout ceci, donc beaucoup de chantiers, beaucoup de défis à relever. Quand vous dites que vous devez remettre sur pied l'administration, ça veut dire qu'à Sainte-Anne, ça ne tournait pas rond, c'était le bordel, au fait? Mais je suis arrivé, il n'y avait pas de directeur général des services. Il n'y avait pas de directeur Monsieur Blaise faisait tout lui-même? Quasiment. Et donc, il n'y avait pas une administration organisée. Donc, j'ai procédé à 4 recrutements. Un DGS, un directeur général des services, un directeur des services techniques, une directrice de l'environnement, du cadre de vie, et enfin un DGA en charge des finances. Est-ce que vous aviez l'argent pour faire tout ça? Parce que le problème des communes, c'est de financer toutes ces dépenses de fonctionnement. Mais c'est un investissement avant tout. Vous ne me répondez pas, vous me dites que c'est un investissement. Mais est-ce que vous avez l'argent pour financer? Ce sont des dépenses de fonctionnement. Écoutez, si je vous dis que nous avons trouvé 6,9 millions de déficit, vous comprenez très bien que nous n'avons pas beaucoup d'argent en tout cas. Nous sommes dans une difficulté financière. Mais ceci étant dit, la priorité, ce sont quand même nos agents, nos salariés, les salaires. Et donc, pour une organisation qui se veut être performante, il faut les personnes qu'il faut. En tout cas, il faut les cadres A. Vous savez très bien que les communes ont très peu de cadres A. À Sainte-Anne, c'est à peu près 2 à 3%, à peine 8 à 9% en termes de cadre B, sur 700 agents. Donc il faut faire cet effort, c'est pourquoi je parlais d'investissement. Il faut renforcer l'encadrement des collectivités d'une manière générale. Bon, c'est ce que j'ai fait. Pour bien gérer, pour ne pas commettre d'erreurs. Évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir de la volonté, savoir où on va avoir un cap. Et donc les erreurs, il y a plusieurs types d'erreurs. Bon, il y a des erreurs purement techniques, mais évidemment, ça on laisse ça aux techniciens. Bon, mais il y a aussi des erreurs de management. Et là, je pense qu'il y a un contact à avoir avec les agents. Et donc, je suis extrêmement pointu là-dessus. Alors, la région s'est réunie la semaine dernière pour discuter de ses grandes orientations budgétaires. Alors, voici le reportage dans la revue de la semaine que la rédaction d'ATV a consacré à cette réunion importante que nous écoutons. Et après, nous écouterons vos explications, les explications du baron du lurélisme que vous fûtes dans la majorité ancienne. On regarde le reportage, on revient en plateau avec vous. Cette deuxième plénière du conseil régional était l'occasion pour le nouvel exécutif de faire un point sur la situation financière de la région Guadeloupe. Pour Harry Chalus, l'état des finances régionales est catastrophique. La région achetait à Noël et payait à Pâques. Donc on ne peut pas continuer à travailler comme cela, on ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. Des engagements sans recette, je prends l'exemple, et la Guadeloupe l'a entendu, vous l'avez entendu avant les élections, que les travaux du pont de la Bocan allaient démarrer au mois de juin. Nous ne connaissons même pas les propriétaires de terrain. C'est inadmissible. Au niveau du lycée de Bembridge, 174 millions, nous avons que les 44 millions État, fédère, Europe. Il n'y a pas 1 euro, il n'y a pas de recette. Nous devons trouver des financements. Nous avons plus de entre 25 et 30 millions de factures qui n'ont pas été remis au payeur général.
il arrête ses comptes au 31 décembre, que nous serons obligés de mettre dans notre budget pour pouvoir payer parce que nous voulons que les entreprises de la Guadeloupe continuent à vivre. Vous avez vu publiquement le directeur financier le dire, parler que la région a engagé en autorisation pour plus de 500 millions d'investissements, c'est inadmissible. Payer les entreprises ayant effectué des travaux pour la région, le traitement de l'eau, des déchets et le transport, voici quelques-unes des priorités annoncées par Henri Chalus. Pour mettre en œuvre sa politique régionale, des arbitrages seront faits. Les orientations budgétaires ont été adoptées à l'unanimité, mais l'opposition reste sceptique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une instruction à charge. Et le président Chalus même l'a dit. J'ai envoyé une note à l'ensemble des directeurs de service leur demandant de me faire remonter toutes les factures. Les factures, ce sont des dépenses. Il aurait pu me dire aussi, je fais une recherche de savoir s'il n'y a pas de recettes. Pas de conséquences. Et notamment, on me fait savoir aujourd'hui qu'il y a des factures de 2015 qui seront supportées par 2016. Ce qui est tout à fait normal entre un exercice finissant et un exercice naissant. Alors quand on vote un budget en fin d'année N pour l'année N+1, c'est normal qu'on ne parle pas de reste à réaliser parce qu'il n'est pas encore connu le compte administratif. Mais aujourd'hui, nous sommes en mars, le compte administratif étant connu, le compte du payeur étant connu, on sait qu'il y a des restes à réaliser, on devait intégrer les restes à réaliser. Je dis simplement, comme on est dans la transparence et dans l'honnêteté, et on n'est pas à charge ni à décharge, on le fait de manière transparente, on devait devoir nous donner toutes les informations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc je dis que c'est une orientation truquée et je suis sceptique, simplement parce que je ne dispose pas de toutes les informations et je ne vois pas les orientations. Sans inclure les contrats de développement durable territoriaux, 323 millions d'euros de dépenses d'investissement devraient être proposés à l'Assemblée régionale pour l'exercice 2016. Côté recettes, elles sont estimées à 107 millions d'euros. Reportage de Patrick Uri, d'Yvan Lemar, de la rédaction d'ATV Guadeloupe. On vous a vu baisser la tête au moment où on passait dans le reportage. On vous voit baisser la tête. Vous n'êtes plus un défenseur acharné de la politique de Victorin Lurel? Non, j'étais en train de lire un document. Ah, donc j'ai toujours la tête. Vous lisez pendant que les autres donnent les chiffres qui ne vous font pas plaisir, en fait. Non, on n'est pas à ce stade-là. Ce n'est pas le sujet non plus de baisser la tête, de courber les chines. Et le sujet, il est de savoir exactement, on dit que la région est en difficulté financière. On parle de cavalerie financière. On parle même d'honnêteté intellectuelle en disant qu'on aurait engagé un certain nombre de dépenses juste avant les élections. J'entends tout ça. Qu'est-ce qui permet de dire qu'une commune est en difficulté financière? C'est le compte de gestion du payeur. C'est le compte administratif, c'est-à-dire l'exécution du budget de l'année N-1, c'est-à-dire 2015. C'est quelle est la capacité d'autofinancement de la collectivité et qui plus est, sa capacité d'autofinancement à rembourser sa dette. Oui, mais elle était déjà pas très élevée avant toutes ces dépenses engagées par Victorin Lurel. Il y a eu des emprunts considérables pour préparer les élections, non? Non, il y a eu 100 millions d'euros d'emprunts. C'est pas beaucoup? Non, pas du tout. 100 millions, c'est une petite somme? Non, mais le sujet n'est pas là. Non. J'ai remarqué que quand ça vous dérange, M. Baptiste, vous dites le sujet n'est pas là. Non, pourquoi je dis ça? Oui. Ça ne me dérange pas. Lorsqu'on parle, c'est un peu technique, c'est vrai. Mais il faut savoir, il faut quand même maîtriser ce qu'on dit. Non, mais les Guadeloupéens comprennent 100 millions, que c'est quand même une somme rondelette. Non, justement, ce n'est pas une question de 100 millions, de 100 euros. C'est de voir, comparativement à la capacité d'emprunt qu'on a. Lorsque j'ai quitté la région, nous avons quitté la région, la capacité d'autofinancement de la région était de à peu près un peu moins de 5 années. C'est-à-dire, si la région prend ses fonds propres pour pouvoir rembourser sa dette. Bon, c'est à peu près un peu moins de 5 ans. Alors que le seuil limite, c'est 12 ans. Donc ça veut dire que nous avons une capacité d'emprunt. Donc le montant est en fonction de la capacité d'emprunt. Et c'est pourquoi je dis que pour une commune, pour une collectivité régionale qui a une capacité d'emprunt, donc 100 millions d'euros, ce n'est pas beaucoup. Ça, c'est une première chose. D'autre part, lorsque j'entends dire, oui, il peut y avoir 25 à 30 millions d'euros de factures en attente, est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'il y a en trésorerie? On ne nous dit pas. Est-ce qu'on nous dit à quel montant que le compte de gestion du payeur sera excédentaire et aussi le compte administratif? On ne nous dit pas tout cela. Et donc, c'est pourquoi, effectivement, le collègue Bouddha a tout à fait raison. Il y a une certaine opacité. Donc, je veux entendre que la collectivité soit en difficulté financière. Mais où sont les éléments qui nous permettent de le dire?
Ben, nous attendons. Mais vous êtes donc bien placé pour nous éclairer, M. Baptiste, parce que vous participiez à l'ancienne majorité. Je suis en train de vous connaissez les éléments. Je suis en train de vous éclairer. Difficulté ou pas difficulté? Non, pas du tout. Pas de difficulté. Je vous dis que la capacité d'emprunt, la capacité d'autofinancement de la région à rembourser sa dette est tout à fait viable. C'est moins de 5 années. Je vous dis que le seuil est de 12. Je vous donne les chiffres. Et je vous dis que le seuil est de 12 années. Et bon, je suis très bien placé pour vous le dire, ça. Mon retour d'expérience en tant que maire, si vous permettez, c'est quoi? C'est de dire, quand je suis arrivé à la ville de Sainte-Anne, j'ai voté un budget supplémentaire, c'était 4,7 millions de déficit. Ensuite, qui a été confirmé par le compte administratif à 5 millions. Qui retrace l'exécution du budget précédent. À 6,1 millions, qui a été transféré devant la Chambre régionale des comptes, qui nous a fait revoter le budget, non seulement et en nous disant que non, le déficit n'est pas de 5,1 millions, mais c'est de 6,9 millions. Et nous avons revoté le budget en déséquilibre, qui était de 10 millions à 12 millions. Là, vous avez des éléments précis, qui plus est, avec la Chambre régionale des comptes. Et nous aurons encore, très bientôt, le rapport de gestion de 2009 à 2014 de la Chambre régionale des comptes. Ça, ce sont des éléments. Donc, en clair, M. Canavan, j'assume, et nous sommes prêts à assumer qu'on nous dise qu'il y a une difficulté financière. Et si c'est le cas, bien, nous l'assumons. Aujourd'hui, mon intervention, ce n'est pas de dire que nous faisons une opposition systématique ou que nous défendons un bilan d'ailleurs que nous reconnaissons et nous estimons que nous avons travaillé. Lorsqu'on dit qu'il y a 500 millions d'euros, enfin, sur les 700 millions d'euros de dépenses qui sont engagés, mais je dis que c'est 500 millions d'euros en investissement qui concourent à l'économie. Lorsqu'on dit qu'avant le vote du budget, l'investissement a augmenté de 63%, eh bien, c'est une très bonne chose. Bon, donc, comment peut-on dire que oui, on achète à Noël et on paye à Pâques? Sous-entendu que nous avons prévu des dépenses dans un budget et on n'a pas prévu de recettes. Ça veut dire que théoriquement, le compte administratif, il doit être en déficit. Je pose la question. Mais on ne sait pas les corrections qui vont être reportées. Non, mais après, vous avez pu prévoir, mais il y a le juge financier qui peut aussi apporter son de correction. Je vous dis, je vous ai pris l'exemple de Sainte-Anne. Le juge financier s'est prononcé. Lorsque le juge financier va se prononcer, attention, j'ai posé la question. Est-ce que nous aurons un compte de gestion, un compte administratif en déficit? Qui veut dire que nous aurons un budget en déséquilibre. On m'a répondu non. Donc, par conséquent, nous attendons pour voir les éléments. Christian Baptiste, on va revenir sans doute sur ce que grand thème, de gestion. On peut toujours annoncer un certain nombre de chiffres, mais il faut le faire sur des éléments qui soient palpables. OK, Pâques, vous le savez, c'était l'occasion des grandes transhumances. Les Guadeloupéens partent de chez eux pour aller vers les plages ou vers les rivières en famille. Je vous propose de regarder ce reportage de Nathalie Dinane et de Karen Diamant, et nous revenons avec vous en plateau pour parler de cette question, parce que vous êtes une commune balnéaire qui accueillait beaucoup de Guadeloupéens pendant cette période. Aujourd'hui, j'ai 5 ans. C'est mon anniversaire. Natalia va fêter son anniversaire au bord de la rivière avec toute sa famille, installée depuis une semaine à Grand-Rivière à Vieux Habitants. Le camping à Pâques, une tradition. Depuis que je suis en âge de comprendre, on campait, donc ça fait assez longtemps. Et parfois on campait en groupe, avec un groupe de carnaval sur des plages. Parfois on allait en famille ou avec des amis de la famille dans des bungalows. Comme là, on a la rivière en famille. Il y a les gens qui sont à côté, ce sont des amis à ma mamie. Chez les Coriolans, on est organisé. Muriel, la maman d'Alan, est chargée de la logistique. Elle réunit la famille et rédige un programme des tâches qu'elle attribue à chaque campeur. On a fait une petite réunion avant pour donner des propositions de repas. Et du fait, c'est les repas que nous avons établis, que moi j'ai établis sur ordinateur pour que tout le monde puisse avoir la vue et puisse savoir ce qu'on fait. Et l'organisation chaque matin pour pouvoir préparer ce qu'on doit préparer, quoi. Cette passion du camping leur a été transmise par Marie-Claude, sa maman, dévolue à la cuisine. Comme moi j'aime faire la cuisine, alors moi je fais toujours la cuisine. C'est moi qui prépare tout. Et ce midi, il y avait du colombo de cabri au menu. Marie-Claude, vers 10h30, s'affairait déjà. Alors que d'autres couchés au petit matin ou rentraient tard du travail, s'étiraient hors des tentes, réveillés au bruit des casseroles, récurés sur les roches de Grand-Rivière. Ensuite, il y a d'autres personnes qui lavent la vaisselle de la veille.
Il y en a d'autres qui nettoient parce que parfois il y avait de l'eau, donc on nettoyait. Il y avait certaines personnes qui lavaient les linges pour les mettre à sécher. Et le soir, il ne manque pas d'animation sur ce site où tous les campeurs vivent en bonne entente. Comme hier soir, je vous ai dit, on est en train de jouer. Il y a d'autres soirs où on joue au Uno, Loto ou Domino. Ou parfois on va chez les voisins, on s'amuse un peu, où ils viennent, ça dépend. Et en tant que jeune, quand tu t'y retrouves? Moi, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai certains amis qui pensent que il y a l'hygiène, il n'y a pas d'hygiène. Moi, ça m'a jamais dérangé. Après, moi, je sais comment faire à l'extérieur comme à l'intérieur, donc il n'y a aucun problème pour moi. Alan et ses proches retrouveront le confort de leur maison dès demain. En attendant, ils profitent de leurs derniers instants de bonheur en pleine nature, en famille. Reportage de Nathalie Zidane et de Karen Diama. Monsieur Baptiste, vous êtes une commune Sainte-Anne, vous recevez énormément de monde pendant cette période de Pâques. Comment ça s'est passé cette année? Est-ce que vous avez noté chez les Guadeloupéens une sorte de prise de conscience pour ne pas abîmer l'environnement pendant ces périodes Pâques et Pentecôte? Bien, c'est notre volonté. Nous avons mis en place tout un dispositif plage propre à Sainte-Anne pour permettre à l'ensemble de nos compatriotes, parce que Sainte-Anne notamment, Bois-Joulan, accueille l'ensemble de la Guadeloupe. Nous avons d'autres plages qui accueillent quelques campeurs, notamment l'Anse Gros-Sable et Le, mais aussi l'Anse-Assin à la frontière du Gosier et de Sainte-Anne. Et donc nous avons prévu dans un premier temps tout un nettoyage pour que les campeurs puissent trouver les lieux propres. D'une part, donc nous avons une équipe de prévention, de prévention sanitaire, mais aussi de propreté. Nous avons des services au niveau de notre service technique aussi qui ont procédé à ça. Juste parce que les services techniques de Sainte-Anne font leur boulot aujourd'hui. Oui, ils font leur boulot. Ce qui semblait ne pas être le cas dans les années précédentes. On voyait vraiment des débordements d'ordures sur les plages, même y compris dans les week-ends normaux, on va dire. Absolument. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons une direction de l'environnement du Cadre qui n'existait pas d'ailleurs avant. Et nous avons encore renforcé notre méthode de travail avec des patrouilles de propreté le matin, l'après-midi, ce qui n'était pas le cas avant, avec des brigades d'intervention. Et c'est une priorité pour nous à Sainte-Anne. La propreté, avec le cadre de vie d'une manière générale. L'éducation, c'est une priorité, mais le cadre de vie, donc y compris avec la salubrité, la propreté, l'environnement, nous avons des brigades de prévention, comme je viens de l'indiquer, pas simplement au niveau des actions classiques de propreté et de décharge sauvage, mais aussi en faisant des interventions à domicile, 2 fois par semaine, 2 fois par mois, mais aussi des interventions concernant tout ce qui est véhicules hors d'usage, tout ce qui est déchets blancs. Et donc, nous allons même au-delà de nos interventions classiques. Et bien évidemment, nous avons mobilisé pour 2 semaines des équipes de prévention sur la plage de Bois-Joulan. Donc, l'opération n'est pas terminée. Nous avons fait la distribution de sacs poubelles. Nous avons mis des WC chimiques sur la plage. Nous avons mis des bennes à ordures, des points d'apport volontaire pour le tri sélectif. Donc, toutes ces mesures. Et nous, avec les premiers éléments de retour que nous avons, notamment ce matin, eh bien, les consignes ont été respectées d'une manière générale. D'accord. Mais vous faites ça. Mais est-ce que vous avez l'intention de supprimer les tout à l'égout qui vont dans l'eau, dans la mer à Sainte-Anne? Bah oui, c'est une réalité. Non, mais ce sont des particuliers qui le font et qui ne respectent pas, justement. D'accord. Et donc, par conséquent... Mais qu'avez-vous l'intention de faire pour la qualité des eaux de baignade de Sainte-Anne? Non, alors, d'une manière générale, là, vous parlez de problèmes d'assainissement, et notamment par rapport au bourg. Nous avons prévu 200 millions d'euros au budget cette année pour une étude, et notamment pour la revitalisation du bourg. Donc forcément, ça passera par les problèmes d'assainissement et d'eau. Alors c'est un problème effectivement qui existe, que nous avons rencontré, et même plus grave. Je vais vous éviter quelques détails, mais bien évidemment, il nous appartiendra dans la rénovation urbaine que nous prévoyons de faire en sorte que les réseaux d'assainissement soient complètement aux normes.
Ompagné, Onkouy, c'est le nom de cette association qui embauche des jeunes en contrat d'insertion. Christian Baptiste, regardons ensemble ce reportage qui semble indiquer qu'il y a du travail pour la jeunesse dans les métiers de l'environnement. Les métiers de l'environnement, ce sont des métiers d'avenir. Eh bien, nous sommes allés voir sur le terrain comment on pouvait mettre tout cela en perspective. C'est un reportage de Loïs Ignace qui s'est rendu en prise directe avec cette association Ompagné, Onkouy. On regarde son reportage et on revient en plateau avec vous dans un instant. Voilà, donc le reportage va arriver dans un tout petit instant. Nous aurons donc ce reportage de Loïs Ignace qui s'est rendu avec l'association Ompagné, Onkouy pour voir comment ces jeunes pouvaient être insérés dans la réalité économique du pays. L'association Ompagné, Onkouy embauche des jeunes en contrat d'insertion, un travail qui demande du temps, de la patience, d'autant que les lianes sont à récupérer en forêt. Elles sont ensuite cuites, épluchées, trempées, avant d'être utilisées pour confectionner des paniers. Là, ici, vous avez ce qu'on appelle la pomme liane, la liane de la pomme liane. Ici, on a le bambou. Ici, vous avez la ciguine, c'est une racine épiphyte. Et là, vous avez la liane de la pomme liane avec quoi on a fait le fond. Et on a commencé pour monter avec le bambou fin. Et au fur et à mesure, on augmente les grosseurs. Je monte le panier. C'est un panier marché qu'on utilise pour mettre ses fruits, ses légumes, pour éviter d'utiliser le plastique. Le docteur Henri Joseph, fervent défenseur pour l'utilisation de nos produits locaux, milite depuis des années pour que les Guadeloupéens utilisent des paniers et des couilles à la place du plastique trop polluant et destructeur de l'environnement. À Pâques, s'il vous plaît, choisissez encore le panier et le couille. Pourquoi? Parce que vous aurez deux familles. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous aurez deux familles. Famille panier-couille. Et quand ils auront fini de manger, il ne restera que les os ou les pinces de crabe. D'accord? Vous allez mettre ça dans un couille. D'accord? Et vous allez mettre ça dans votre compost. Voilà, ça va se dégrader et arriver à la maison. Maintenant, prenons la famille plastique. Ils viennent déjà avec leur grand sac noir plastique. Ils viennent avec des timbales en plastique, des assiettes en plastique, des fourchettes en plastique. Eh bien, ça sera la catastrophe sur notre plage. Alors regardez, quand vous arrivez sur la plage, regardez les gens et vous dites, moi, je suis famille panier-couille. Et vous allez vous moquer de la famille plastique. Pâques, et pour notre quotidien, il est important de privilégier des produits 100% biodégradables et 100% Guada. Voilà le reportage de Loïs Ignace, Ompagné, Onkouy. Est-ce qu'à Sainte-Anne, vous allez faire de ce concept un concept primordial pour votre commune? Tout à fait. D'ailleurs, il y a quelque temps de cela, pour justement favoriser ce concept de Ompagné, Onkouy, en tout cas notamment pour les couilles, nous avons fait la plantation de 3 calebassiers près de la mare Grand-Maison. À l'époque, c'était avec mon association, la Force d'Action pour le Rassemblement et le Développement de Sainte-Anne, mon mouvement politique. On a aussi planté un calebassier, et d'ailleurs vos équipes peuvent aller vérifier. Il y a un calebassier devant le lycée Yves-Le Borgne à Sainte-Anne. Vous allez voir, à l'époque c'était l'association Paroquet Jardin qui nous avait offert, et aussi un 3e au bas de Courcelles, juste à la limite de Sainte-Anne et Saint-François. Alors en tout cas, je vois régulièrement le calebassier qui se trouve devant le lycée Yves-Le Borgne et qui, je pense, bientôt va porter des fruits. Et tout chacun, évidemment, si on laisse le fruit arriver à maturité, donc pourra... donc en clair, il faut planter aussi. En tout cas, si on a de l'espace... Est-ce que vous pensez que vous pouvez, vous, au niveau de Sainte-Anne, qui est une commune balnéaire, enfin une station balnéaire, les gens viennent pour les loisirs, ils viennent, il y a beaucoup de monde toujours à Sainte-Anne tout le temps, même si c'est difficile le bourg de passer, de circuler. Est-ce que vous avez l'intention d'intégrer des jeunes dans cette problématique de l'environnement qui est aussi créateur d'emplois? Tout à fait. Nous avons une volonté politique très claire de faire en sorte d'intégrer nos jeunes par des chantiers d'insertion, par les associations d'insertion, donc par l'économie.
Et d'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place une association qui est déjà déclarée Impact Insertion, qui va travailler en étroite collaboration avec la municipalité pour aller vers l'embellissement, notamment l'embellissement du littoral. Bon, il y a d'autres associations d'ailleurs qui nous ont accompagnés, c'est Yonalot, lors de la distribution de sachets le samedi de Pâques, qui aussi, d'ailleurs, m'a adressé une demande, qui aussi a un certain nombre de projets. Donc, pour nous, c'est extrêmement important, à travers l'environnement, c'est un facteur de développement économique. Déjà, d'une manière générale, tout ce qui est association d'insertion, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, hein, c'est quand même plus de 10% du produit intérieur brut de la Guadeloupe, plus de 12% des salariés qui appartiennent à cette sphère. Et donc, pour nous, c'est une volonté et que nous allons mettre en œuvre avec des associations d'insertion, l'insertion par l'activité économique. Parce qu'à cette année, il y en avait très peu. Bon, ça commence à se monter. Il y en avait 0 lorsque je suis arrivé à la tête de la ville de Sainte-Anne. Alors, évidemment, parce que nous sommes pour l'économie circulaire. Évidemment, nous avons cette volonté de dire informer, communiquer d'accord sur la protection de l'environnement, mais réglementer aussi et sanctionner, mais que derrière, que ça débouche sur l'innovation, c'est-à-dire sur l'activité économique, qu'on puisse innover, et notamment les déchets d'une manière générale. Et c'est ça l'objectif, c'est d'avoir le minimum de déchets, la réduction des déchets, ça c'est la première volonté. La réduction des déchets, c'est ça l'objectif de Un panier, un prix. Et les déchets éventuellement qui restent, il faut les revaloriser, il faut les recycler, et à travers justement des entreprises, des unités économiques, et donc ça doit aller aussi vers l'innovation. Donc voilà un petit peu cette trilogie que nous voulons. La commune de Gouzy a interdit le camping sur ses plages. Sainte-Anne, ce sera pour bientôt? Mais si toutefois les efforts que nous faisons aujourd'hui, parce que nous avons pris l'exemple de plage propre, avec des flyers que nous avons communiqués, tous les efforts, et c'est le contribuable saint-annais qui le paye, hein, lorsque nous mettons des WC chimiques, des bennes à ordures, les bandes de tri, évidemment, c'est la municipalité pour l'ensemble des Guadeloupéens. Oui, est-ce que ce n'est pas justement injuste d'avoir à gérer cela dans votre budget, et ça cause un problème, évidemment? Tout à fait. Est-ce que vous êtes aidé par les assemblées pour faire face à ce type de problème? Pas tout à fait, pour l'instant, de façon précise sur ces opérations. On peut dire aussi éventuellement qu'on peut faire du camping structuré, organisé, un camping qui soit payant, bon, qui demande derrière effectivement un service, l'eau, l'électricité. En tout cas, on peut en arriver là, c'est-à-dire interdire le camping sauvage si les incivilités continuent. Nous ne voulons pas que le camping sauvage, en tout cas non autorisé, tourne à l'incivilité, et sinon ce sera beaucoup plus structuré. Mais en tout cas, nous comptons sur nos compatriotes pour pouvoir faire preuve de raison, de raison et surtout préserver notre environnement. Christian Baptiste, on se retrouve pour la suite de Réponses dans quelques instants. En attendant, nous tournons une page couleur et on se retrouve avec vous pour continuer cette émission. Retour sur le plateau de Réponses. Notre invité ce soir, c'est Christian Baptiste dans le magazine politique de la rédaction. Nous allons voir de quoi est fait votre quotidien, Monsieur Baptiste, parce qu'un conseiller régional et un maire travaillent énormément, surtout dans une commune importante comme Sainte-Anne. Voici le reportage que Nathalie Dinan et Moïse Exter vous ont consacré. On revient avec vous en plateau dans un instant. Le matin, la première tâche de Christian Baptiste, c'est de relever ses courriels, signer son lot de parapheurs et entre deux, répondre au téléphone. Il est difficile de se concentrer car il est sans cesse dérangé et rappelé à l'ordre pour ses différents rendez-vous. Des contraintes, une mission que ce passionné en politique accepte volontiers. C'est un engagement que j'ai pris premièrement par rapport à mes convictions progressistes, humanistes. Ensuite, vis-à-vis de la population, avec qui j'ai un contrat et une adhésion par rapport à ma démarche politique depuis plus de 10 ans. Un projet politique qui lui appartient de mettre en œuvre dans une ville à la fois balnéaire et rurale. Nous avons connu une forte augmentation de la démographie, notamment dans les zones de l'Est, du côté de French, Bois-Jolant, Gissac, Le Hailleux. La bande littorale est très habitée.
Parce que nous avons les grands fonds, hein, les grands fonds à l'intérieur des terres aussi, qui est de plus en plus habité. Et le troisième pôle, c'est les plateaux de l'Est. Donc nous avons une commune qui a plusieurs atouts, plusieurs facettes. Voilà. Et donc, forcément, il faut avoir une vision multiple, je dirais, de cette commune et pour pouvoir répondre à l'attente de nos compatriotes. Qui parfois peuvent se montrer impatients. Gérer une commune, c'est aussi et surtout tenir compte des contraintes budgétaires. Monsieur le maire n'hésite pas à l'expliquer à ses administrés avec diplomatie. On est en phase finale actuellement, on a fait une concertation. Nous avons quand même une population qui a beaucoup d'attentes. Et parfois, l'attente est de l'immédiateté. Et parfois, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc à ce moment-là, on doit aussi respecter, sinon on part dans une gestion dans tous les sens. Être à l'écoute, être proche de ses administrés, c'est important pour Christian Baptiste. Cela lui permet de prendre le pouls de la situation communale, de ce qui fonctionne ou pas. Il faut que... Non, alors ça, je dis ça parce qu'effectivement, on connaît c'est tout comme ça qu'il fonctionne. Ils vous donnent... mais derrière, ils vous disent, vous casquez, mais ils vous disent ce que vous devez faire. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et pour le reste, il se fie à ses chefs de service qu'il peut réunir de façon impromptue pour répondre aux urgences. Dossier sous les yeux, ordinateur sur les genoux, il planche pour trouver des solutions rapides. Ensuite, direction plage de Bois-Jolant, où l'attendent déjà la presse et le directeur de l'Agence régionale de santé, partenaire privilégié de ces fêtes de Pâques. Pour délivrer un message de prévention, Christian Baptiste est très attaché aux traditions, le camping en fait partie, mais il sera intransigeant en matière de protection et de respect de la nature. Si on ne respecte pas les différentes consignes, parce que nous faisons beaucoup d'efforts en termes de communication, de sensibilisation, ce sont des visées chimiques que nous mettons, ce sont des bacs à audio que nous mettons, ce sont des agents de prévention que nous demandons de distribuer, des sachets poubelles avec des partenaires, mais aussi des flyers pour pouvoir orienter au mieux les campeurs pour acheminer leurs déchets. Et donc, si nous faisons une évaluation et que par rapport à cette période et que ce n'est pas respecté, eh bien, avec le Conservatoire du littoral et l'ONF, nous allons avoir une séance de travail pour pouvoir prendre des décisions, notamment en termes de répression, parce qu'il faut quand même sanctionner. Et si jusque-là, il y a toujours ces incivilités, eh bien, nous pourrons amener à interdire le camping. À bon entendeur, salut. Monsieur le maire change de casquette et aussi de tenue. Il prend place dans l'hémicycle du conseil régional, membre de la commission permanente et de la minorité. Après 2 mandatures dans l'autre camp, le démocrate accepte le verdict et veut dépasser les clivages. Il faut surtout se battre pour le pays, pour le territoire, se battre pour une cause commune. Donc ce qui veut dire qu'il faut avoir beaucoup de volonté, beaucoup de courage, mais surtout être passionné par ce qu'on fait. Élevé dans la tradition politique, formé à la chose par un père passionné, Christian Baptiste pense avoir les armes. Il y a un certain nombre de notions que j'avais déjà intégrées, ou en tout cas j'avais déjà vécu un certain nombre de situations qui me permettaient de bien appréhender aujourd'hui la situation que je vis. Prêt à exprimer son point de vue, sans langue de bois, on l'espère. Retour sur le plateau de réponse, notre invité Christian Baptiste, on vient de voir votre portrait. Et dans ce portrait, on évoquait vos futures relations avec la région Guadeloupe. Alors, comment ça va se passer désormais? Vous n'êtes plus dans la majorité, vous êtes dans la minorité dans la commission permanente. Est-ce que vous allez coopérer avec Aricha Luce, la nouvelle majorité, pour changer d'avenir? En tout cas, il est important de travailler pour le pays. Et nous sommes dans un débat démocratique. Et s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de contradiction, en tout cas, sur des arguments qui tiennent la route, je dirais, eh bien, forcément, nous sombrons dans une démarche qui n'est pas bon pour faire avancer les idées. Je suis convaincu que le président Aricha Luce va travailler avec tout le monde. Je ne doute pas de cela, et dans l'intérêt général. Là-dessus, je n'ai pas
doute là-dessus. Qu'est-ce que vous avez à lui dire maintenant? Parce que vous aussi, vous avez signé les fameux contrats de développement territoriaux, durables, contrats de développement territoriaux qui ne sont pas financés. Alors, est-ce que vous confirmez que ces contrats ne sont pas financés, y compris celui que vous avez signé avec la région à Sainte-Anne? Alors, oui, premièrement, qu'est-ce que j'ai à dire? Et ensuite, est-ce que ces contrats sont financés? Alors, je voudrais quand même expliquer les choses. Pour la première question, je dis, et j'ai posé la question d'ailleurs déjà lorsque le président Richard Luce a reçu l'ensemble des maires, est-ce qu'il a la volonté d'accompagner les projets communaux? La question est oui, c'est ce qu'il a dit. Et d'autant plus qu'il ne remet pas en cause le C2DT, le contrat durable de développement territorial, qui est aussi un engagement qui est exécutoire de par la loi, de par la parole régionale. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, est-ce que quel financement? Le C2DT est un outil de prospection aux environs de 180 millions d'euros de programmation sur 5 ans. Cela veut dire que ces 180 millions d'euros ne sont pas dans une banque, ou en tout cas inscrits dans un budget en crédit de paiement, c'est pluriannuel. Et donc, par conséquent, il appartient aujourd'hui de prévoir le financement. Maintenant, on peut remettre en cause la programmation parce que ce qu'il faut retenir, lorsque nous étions à la région, en moyenne, c'était à peu près 30 à 36 millions que nous mettions à la disposition des communes pour accompagner les communes, soit directement ou indirectement. Bon, et ça correspond à peu près à cela. Simplement, c'est programmé. Et donc, il faut trouver les crédits de paiement pour. Donc, il faut qu'on comprenne très bien, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de recettes pour le C2DT, ce sont des crédits qu'il faut trouver chaque année. Maintenant, le président du conseil régional peut dire, bon voilà, moi, je ne finance pas tel ou tel projet. D'accord, c'est son droit. C'est sa nouvelle politique, c'est son droit. Mais vous comprenez que moi, en tant que maire, si le président Charles Luce a la volonté d'accompagner la ville de Sainte-Anne, je ne vais pas aller inventer des projets. Les projets ont déjà été étudiés avec nos services, que ce soit financiers, techniques ou autres, et c'est un travail sérieux qui a été fait, c'est un travail de prospection. Voilà, c'est tout simplement ça, hein, maintenant que nous disons. Évidemment, je comprends très bien que pour mettre en place une politique, notamment pour la nouvelle équipe, il faut savoir quelle marge de manœuvre que nous avons. Voilà, est-ce que le financement existe? C'est là on en vient à la question réelle. Donc le budget n'est pas monté 2016. Donc effectivement, et j'ai répondu tout à l'heure, maintenant, la région a une capacité aussi d'emprunter, c'est possible. Mais ces emprunts, M. Baptiste, il faut qu'ils soient remboursés. Mais absolument. Ça crée un encours de la dette, un endettement, un encours de la dette. Mais tout à fait. Qui va payer? Ce sont les Guadeloupéens. Ce sont les Donc Guadeloupéens. vous semblez dire que bon, on peut emprunter, emprunter, et puis mettre de la dette sur la tête des Guadeloupéens, comme ça, les jeunes qui commencent à travailler aujourd'hui, ils sont déjà endettés, monter le niveau de l'endettement. Jusqu'où ne pas aller trop loin? Eh bien, il y a des seuils. Il y a des seuils à ne pas dépasser, notamment ces 12 années, ces fameux 12 années de capacité d'autofinancement à rembourser l'encours de la dette. Bon, deuxièmement, il n'y a pas que les emprunts. Je dis, et je le répète... Il y a les impôts aussi. Je dis, je le répète... Mais pourquoi vous ne dites pas il y a les impôts? Oui, mais les impôts, nous n'avons pas augmenté les impôts, nous l'avons augmenté effectivement. Il y a les impôts aussi, mais tout à fait. Pour financer. Bon, maintenant, mais il appartient à la nouvelle équipe de savoir si elle compte augmenter les impôts ou pas. On les augmente encore, en plus de ce que vous avez déjà fait? Attendez, non, vous m'avez posé la question. Il y a des impôts. Je dis, il appartient à la nouvelle majorité de savoir si elle prend la responsabilité d'augmenter les impôts, si c'est nécessaire. Mais ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Il faudra poser la question au président Charles Luce, en tout cas à son équipe. Mais je disais donc que j'estime que nous ne sommes pas dans une situation financière difficile. Et en tout cas, les éléments qui doivent le permettre, nous ne l'avons pas encore. Bon, après, il y aura des choix. Et là aussi, le débat, ce sera de dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'était quoi l'intérêt de notre gestion? Il faut bien comprendre. Nous avons fait des autorisations de programme. C'est-à-dire, les autorisations de programme permettent de balayer un programme pluriannuel d'investissement. Et l'avantage pour nous... Sans vouloir être discourtois, mais une autorisation de programme, en fait, c'est une promesse. Vous avez fait des promesses. C'est une prévision. C'est une promesse.
Non, non, c'est une prévision. Vous ne pouvez pas appeler les choses par leur nom. Non, non, ce n'est pas une promesse. Je vais vous expliquer pourquoi. La distinction et la subtilité. Une autorisation de programme, vous mettez tout sur la table, vous regardez le pays. Nous avons regardé le pays, nous disons, voilà tout ce qu'il y a à faire, notamment en matière d'investissement. Tout ce qu'il y a à faire. Bon. Et parmi ce que nous voyons, nous estimons que ça, c'est une priorité. Donc, globalement, c'est une somme globale. Ensuite, vous avez les crédits de paiement qui viennent en fonction des priorités que vous fixez. Nous avons dit Bainbridge, nous avons dit La Boucon, nous avons dit d'autres travaux. Et vous prévoyez maintenant un crédit de paiement en fonction de votre situation financière, d'une manière générale, les contraintes budgétaires que vous vous donnez. Et bien ensuite, et au fur et à mesure. Et ces priorités doivent répondre aux besoins de la collectivité. Est-ce que vous allez dire que la déviation de la Boucan-Sainte-Croix, ce n'est pas une nécessité lorsque vous avez des gens qui perdent, en tout cas, beaucoup de temps dans les embouteillages? Est-ce que vous allez dire que refaire Bainbridge, qui est quand même un lycée, un établissement qui date de 1968, qu'il ne faudrait pas moderniser? Bon, est-ce que vous allez dire que les engagements que nous avons pris, c'est en autorisation de programme, notamment les écoles de la deuxième chance, l'université de Saint-Claude, l'UROMA, l'université régionale des métiers, est-ce que vous allez dire que ces investissements n'étaient pas nécessaires? Et bien d'autres investissements. Je dis que, évidemment, dans les autorisations de programme, il y a d'autres travaux en investissement qu'on a prévus. Maintenant, oui, la nouvelle équipe peut dire, voilà, nous donnons telle ou telle priorité, nous allons faire partie, nous allons contribuer à ce débat-là. Bon, mais l'avantage, et c'est peut-être ce qui gêne, c'est que dans une autorisation de programme, nous avons vu tout ce qu'il y a à faire pour le pays. Et, bon, et bien évidemment... Vous avez eu une vision. Une vision. D'accord. On a une vision. Et qui plus est, une vision régionale. Et nous avons demandé à l'ensemble des communes d'avoir une vision. 31 communes ont signé le CDDT. Alors, vous allez avoir l'opportunité, Monsieur Baptiste, de développer ce thème avec sans doute Karen Brun, qui a pris note de notre conversation depuis le début de la soirée et qui va venir ici pour vous poser les questions, vous demander de préciser, notamment sur la vision que vous avez des choses de la Guadeloupe. J'appelle Karen Brun de Nouvelle Semaine. Qui est devenu le petit carnet. Ah ben, je l'ai encore oublié. Vous avez quand même pris note. Oui, j'ai quand même pris quelques notes sur cette feuille. Bonsoir Christian Baptiste. Bonsoir. Alors, vous avez inauguré l'année dernière le parc de loisirs Carou-Kéraland. On vous a vu content aussi d'accueillir une étape de la Carou-Jet dans votre commune. Vous étiez aussi un pro Coupe Davis en Guadeloupe et vous êtes ému qu'on n'organise plus les Jeux de la francophonie. Est-ce qu'on doit en déduire que vous êtes un maire oisif tourné vers les loisirs? Oui. Oui, dans la mesure où nous sommes une commune qui est un pays qui est touristique. Et qui plus est, une commune qui est touristique. Alors peut-être que la question de poser est-ce qu'on est un maire oisif, ça veut dire que voilà, on est là pour faire la fête et... Non, pas du tout. Non, vous êtes sérieux. Non. Nous sommes un pays qui est attractif. Et nous sommes une ville attractive. Et donc, il faut se tourner vers le développement économique. Il faut avoir des attractions. Le moteur de notre économie, c'est le tourisme. En tout cas, nous voulons que Sainte-Anne ait comme moteur économique le tourisme. De la même façon que nous faisons partie de la communauté d'agglomération Riviera-du-Levant, Sainte-Anne, Saint-François, Gosier et Désirade, ce sont les principales communes balnéaires. Mais est-ce que vous trouvez que Sainte-Anne a réellement les standards, correspond vraiment aux standards d'une vraie ville balnéaire et touristique? Il y a encore du boulot. Il y a beaucoup de boulot à faire. J'ai trouvé beaucoup de boulot, mais nous allons relever le défi. Notamment, je prends un exemple très simple, nous voulons que Sainte-Anne soit une ville nautique majeure. Mais nous n'avons pas encore le label de ville nautique. Contrairement Gosier et contrairement à Saint-François. Donc, dans le cadre de la communauté d'agglomération, nous avons inscrit ce programme-là pour que nous soyons ville nautique. Donc, nous avons encore... Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons énormément de potentialités. Maintenant, il faut structurer, il faut organiser pour que nous ayons les standards, effectivement, qu'il faut. Ce que nous n'avions pas, c'est le challenge que nous allons relever. Alors, dans cette émission, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de Diana Perran, qui est élue dans l'opposition à Sainte-Anne. Elle est aussi aujourd'hui la 4e vice-présidente de la région. À l'inverse, vous, donc, vous êtes, on l'a dit, dans l'opposition à la région. Vous passez votre temps à vous opposer tous les deux. Est-ce que vous la considérez comme une adversaire sérieuse, notamment pour les municipales en 2020 ?
Donc ça, c'est le peuple qui décide et qui choisit en fonction de la vision qu'elle a pour la ville, du Est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce qu'elle vous fait peur? Parce qu'elle vous vole quand même un peu la vedette, ne serait-ce qu'à Sainte-Anne, dans le cadre de certaines manifestations ou événements. Elle est sur le terrain. Je n'ai pas remarqué. Elle occupe le terrain, elle occupe le devant de la scène médiatique. Non, je n'ai pas remarqué. En tout cas, moi, j'ai la tête dans le guidon, comme je le disais. J'ai suffisamment de challenges à relever au sein de cette ville de Sainte-Anne. Donc, chacun fait sa vie. Elle fait sa vie. Bon, il faut dire que Mme Diana Piran était mon adversaire en 2014, que j'ai battu avec M. Aldo Blaise, et qui a cautionné le programme que nous avons battu, qui a cautionné aussi la gestion. Et cette gestion qui est catastrophique, que la Chambre régionale des comptes a effectivement, les magistrats de la Chambre régionale des comptes, bon, donc quelque part, je pense que bon d'autre part, quelle est sa ligne politique? Mais elle n'était pas maire. Non, je veux dire, elle a cautionné la démarche. Mais en tout cas... Elle a cautionné, mais elle n'était pas maire. Non, mais pas tout à fait. Vous semblez considérer que c'est elle qui... voilà, c'était Aldo Blaise le maire. Non, je n'ai jamais dit qu'elle était maire. Non, mais c'était Aldo Blaise le maire. C'est bien de préciser. Non, mais j'ai dit qu'elle a cautionné une gestion qui était catastrophique. Et donc, ça veut dire qu'elle a soutenu un candidat pour continuer cette gestion. Et que nous avons battu, en tout cas que le peuple, effectivement, a envoyé. Mais ce que je voulais dire aussi, surtout, c'est que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de redresser la ville. C'est de faire en sorte que nous ayons une démarche de redressement. Bon, donc, démocratiquement, moi j'ai été aussi j'étais deuxième vice-président du conseil régional. Je veux dire, ce sont des postes que j'ai occupés, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est Sainte-Anne, et maintenant, il appartiendra à la population de voir le travail que nous effectuons. Alors justement, à Sainte-Anne, donc l'encours de la dette est d'environ 1 057 € par habitant. Du coup, vous avez décidé d'éviter la stratégie de l'endettement. Alors, quelle sera votre marge de manœuvre pour redresser Sainte-Anne? Vous n'allez pas pouvoir tenir vos promesses de campagne, restructurer le bâti public, supprimer les dents creuses, rendre la ville propre. Comment vous allez financer tout ça? Il faut d'abord redresser la situation de la ville. Nous nous donnons jusqu'au 31 décembre 2017 pour pouvoir équilibrer les comptes. Aujourd'hui, selon les premiers éléments que nous avons, nous avions un déficit qui était de 6,9 millions au compte administratif de 2015. Au compte administratif de 2016, nous serons à peu près à 5,1 millions, donc ça nous fait à peu près 1,5 million ou 1,9 million de déficit en moins. Nous allons passer sûrement de déséquilibre budgétaire de 10 millions à 6 millions. Donc nous redressons la ville de Sainte-Anne. Parce que justement, premièrement, en termes de fonctionnement, nous avons mis en place des procédures pour que nous ayons une capacité d'autofinancement qui est de 3,5 millions qui va sortir et qui nous permet déjà de couvrir le remboursement en capital qui est de 2,7 millions. Donc c'est déjà bon. Ce qui ne nous donne pas, en épargne nette, une capacité d'autofinancement, une bonne marge. Voilà. Donc nous aurons premièrement, je vous réponds à votre question très précise, premièrement à continuer à faire des efforts en matière de dépenses, en tout cas à maîtriser les dépenses de fonctionnement pour nous permettre d'avoir une capacité, une épargne de gestion, une capacité d'épargne brute. Et deuxièmement, oui, c'est vrai que nous avons prévu pratiquement que 2 millions d'euros d'investissement, oui. Donc ça bloque le développement économique, mais nous sommes obligés, autant aujourd'hui, de se serrer la ceinture pour trouver des marges de manœuvre demain. Donc c'est vrai que ça ne permet pas, effectivement, ça ne concourt pas au développement en termes d'investissement. Votre programme et de toutes vos promesses de campagne. Mais pourquoi nous le faisons? Parce que ce sont des contraintes financières. Et nous n'allons pas vers la cavalerie financière comme nous l'avons trouvé. Sachant qu'en plus, il y a aussi une incertitude qui pèse sur la nouvelle grille de la fixation des taux de l'octroi de mer. La nouvelle majorité régionale s'était donné 3 mois pour réévaluer les taux. Là, ça devrait tomber incessamment sous peu. Ça vous inquiète? Parce que, sachant que l'octroi de mer c'est une ressource importante pour les communes. Ça peut inquiéter surtout les finances communales. Je tiens à signaler que parmi les mesures de redressement, nous avons l'élargissement de l'assiette fiscale. Donc les derniers chiffres font que c'est 1 million d'euros en plus que nous avons un budget. Mais justement, l'octroi de mer a aussi augmenté de 2 millions. C'est-à-dire que nos recettes
fiscale ont augmenté de 3 millions d'euros. 1 million d'euros l'élargissement de la base, mais aussi 2 millions par rapport à l'octroi de mer. Donc vous voyez très bien que forcément, oui, nous pouvons être inquiets si ces recettes sont touchées. Bon, mais nous avons aussi nous allons aussi vers l'occupation du domaine public, les redevances, nous travaillons dessus, les gîtes. Lorsque je suis arrivé, nous avons 150 gîtes répertoriés. Il y en a 900. Aujourd'hui, il y en a 900 répertoriés. Et donc là aussi, ce sont des recettes supplémentaires qui rentrent dans cette commune. Voilà. Alors, avec Jacques Bangou, vous avez pris l'habitude ces derniers temps de signer des communiqués communs. D'abord sur le front de la sécurité, vous appeliez Manuel Valls, vous lui demandiez de vous envoyer des renforts humains. La semaine dernière, vous avez encore signé un communiqué. François Antilles vous a baptisé d'écrivain public, un couple d'écrivains publics. C'est ça. Donc là, cette fois-ci, c'était aussi pour enfoncer le clou et redemander des hommes à l'occasion des attentats de Bruxelles. Alors, vous êtes devenus tous les deux des inséparables ou c'est parce que vous essayez de faire entendre la voix du PPDG pour repeser dans les prochaines échéances électorales? Non, oui, c'est vrai que c'est un collègue maire PPDG de la ville de Pointe-à-Pitre, donc c'est vrai que on a un contact assez facile. Bon, ce n'était pas pour se tirer la couverture ou mettre les projecteurs sur nous. C'est-à-dire que nous l'avons fait... Ni sur le PPDG Ni sur le PPDG. Nous l'avons fait parce qu'effectivement, trop souvent, lorsqu'il y a des événements graves, on dit que les élus ne réagissent pas. Alors, je constate que, on ne réagit pas, on est critiqué, on réagit, il y a toujours quelques petites remarques. Alors, continuez mais en tout état de cas, lorsqu'il y a des événements. Oui. Merci Karen, on va parce que le temps qui vous était imparti est dépassé. Donc, gardez vos prochaines questions pour la semaine prochaine, pour mardi prochain. Entendu. Donc, on se retrouve mardi prochain, à la Karen. semaine prochaine. Bonne soirée. Nous avons abordé avec Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne et conseiller régional d'opposition, tout un tas de sujets ce soir, des sujets concernant l'environnement. Il nous a dit l'ambition qu'il nourrissait dans ce domaine pour sa commune, des sujets économiques. Il nous a dit aussi ce qu'il attendait de la nouvelle majorité régionale. Et Christian Baptiste, vous vous intéressez, vous, à Internet? Vous êtes très réseaux sociaux ou pas? Ah oui, très réseaux sociaux. Vous avez votre page Facebook? Oui, j'ai ma page Facebook. Est-ce que vous l'alimentez régulièrement? Ah oui. J'ai une équipe autour de moi. La page Facebook, la page de la ville. Oui, non, la ville très, de très réseaux sociaux. C'est une page très dynamique. Ah oui, très dynamique. Et vous avez une équipe dédiée au contenu? En 2 ans, nous allons avoir 5000 fans, enfin 5000 likes, juste en 2 ans. Nous venons tout juste, c'était le 9 mars, je crois, j'ai appuyé sur le petit bouton pour... nous avons revisité, reformaté le site de la ville. Donc j'invite tout un chacun à y aller, D'accord. Alors vous savez comment les internautes posent leurs questions. Nous avons sélectionné 3 questions parmi les questions qui ont été posées par les internautes et nous allons vous les soumettre. Elles vont apparaître sur notre écran. Oui. Aimez-vous le cinéma antillais? Oui. Qu'est-ce que vous aimez au cinéma antillais? Alors, c'est vrai que les premiers à l'époque avec Christian Lara, Bobo Lafleur, ce sont des films quand même qui m'ont quand même marqué. Après, vous avez eu des acteurs comme Légitimus quand même qui sont intervenus. Et sur le cinéma, qu'est-ce que vous aimez? Parce qu'il y avait pendant très longtemps, il y a eu un cinéma à Sainte-Anne qui a disparu. Oui, j'aime bien les films d'action en général. Les films d'action. J'aime bien les westerns. Les westerns. Il y a beaucoup de gens qui aiment les films d'action. Les grands westerns. Les films policiers aussi. J'aime bien le cinéma d'une manière générale, qui nous permettent d'évader, mais aussi qui appellent à la conscience. La prochaine question, elle est là. Quel est votre pire souvenir en politique? À part vos derniers rêves concernant Diana Perron. J'avoue que je n'en ai pas. Non, mais je n'ai vraiment pas de soucis par rapport à... Je vois que vous en faites une fixation. Non, pas du tout. C'est carrément poser la question tout à l'heure. Non, et pourtant, je n'en fais pas. Non. Vous savez, la politique, c'est sur le terrain. Je n'ai pas de pire souvenir, très honnêtement, parce que je suis un démocrate. Et j'ai connu effectivement des défaites, mais qui pour moi n'étaient pas des défaites. C'était des non-succès, parce qu'effectivement, il faut le temps en politique pour pouvoir se faire ça comme vous voulez, mais si vous perdez, c'est une défaite. Oui, mais je veux dire que ce n'est pas une défaite personnelle pour moi. D'accord. Non, je ne suis pas traumatisé par ça, bien au contraire. Au contraire, ça m'enrichit. La prochaine question des internautes. Dans quel état êtes-vous en attendant les résultats d'une élection?
Les jours d'élection, comment vous savez, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de méditation et beaucoup de visualisation. Donc en général, j'envisage toutes les situations. Et je l'intègre déjà, je visualise pour ceux qui font de la méditation transcendantale. Et lorsque les résultats arrivent, en général, pour moi, ce n'est pas nouveau. Parce que je n'ai pas une visualisation qui soit sélective. Elle est très large et je vois en général. Et en plus, en fonction de la campagne qu'on a menée, on voit et on sent. On a déjà des éléments qui vous permettent de savoir. Donc, en général, en attendant une élection, je suis assez serein parce qu'il y a des éléments qui me permettent d'attendre, en tout cas en termes de projection psychologique, sur le résultat. Christian Baptiste, merci d'être revenu sur le plateau de Réponse. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Pour nous apporter vos précisions. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de Réponse avec Karen Brun sur ATV Guadeloupe. Passez une bonne soirée.